T'as l'air tout excité là. Je suis tout excité. En fait, c'est le moment chiant Le moment chiant, on organise tout le setup et il me saoule. Ok, Donc là, je suis content, on va pouvoir kiffer. trop bien. Bonjour, monsieur. Monsieur Enzo, Monsieur Freno. quel plaisir. Je suis content d'être invité dans ces bureaux. Magnifique bureau. C'est très chouette, c'est vrai. Entrepreneur sérieux et discipliné. Et authentique, peut-être. Et authentique aussi. Est-ce que ça serait pas le sujet du podcast? Bah, apparemment, on m'a dit que l'authenticité, c'était le sujet. Le grand sujet du jour. Et est-ce que toi, ça t'évoque quelque chose? Et je pense que ça peut être très cool qu'on donne les conséquences de l'authenticité dans chacun de nos domaines. Genre, c'est quoi pour toi l'authenticité d'abord de manière globale? Global dans la vie de tous les jours. Ouais. Pour moi, c'est à quel point est-ce que tu es aligné avec tes objectifs, tes envies, avec ce que le plus profond de toi te dit, de toi. Et à quel point est-ce que tu retranscris cette image-là sans friction dans le monde extérieur. Ok. Et concrètement, en drague de rue, comment t'es authentique? Et bien, exactement de cette manière-là. En gros, ma personnalité brute, de base, plus je vais réussir à la transmettre sans essayer de plaire à l'autre, sans essayer de contrôler le résultat, plus je vais être authentique et moins il y aura de friction dans ma manière de parler, dans ma manière de m'exprimer. Ok, c'est intéressant et je pense qu'on va y revenir, le côté je veux pas contrôler les résultats. Ouais, ok. Parce que c'est un peu paradoxal, dans toute discipline compétitive, les prises de parole quand il y a un enjeu, la drague de rue quand il y a un enjeu, tu vises un certain résultat. Évidemment, ouais. Et le fait de dire, en fait, l'authenticité, c'est un truc où tu ne dois pas regarder le résultat, ça crée un paradoxe. Il y a un paradoxe de ouf, ouais. De ouf. Mec, si tu veux, j'ai une anecdote pour commencer ce podcast Ok. sur l'authenticité. Et ça m'est arrivé cette semaine. C'est deux situations avec une leçon commune. Deux situations méga similaires. Lundi, je sors de ces bureaux, je sors du taf, je me balade dans la rue, j'arrive à un passage piéton, je traverse. Je vois qu'il y a un mec qui traverse en même temps que moi de manière non naturelle. Comme s'il n'avait pas prévu de traverser, il traverse. Et j'avance et tout, je fais pas trop gaffe, mais je sens que 5 mètres derrière, il y a ce mec qui calque un peu son pas sur moi. Et il fait ça sur 100 mètres dans la rue, tu vois. Et je me dis, mais ce mec me suit ou quoi, tu vois. Bizarre, genre, je sentais que c'était pas son chemin, il faisait un truc bizarre. Et à un moment, il me fait... il accélère un petit peu, il arrive à mon niveau, il fait Jean. Et en fait, c'était un gars que je connaissais et qui m'avait reconnu, mais avant le passage piéton, qui avait pas osé d'instinct me dire. Et du coup, il faisait un truc où il me suivait, il hésitait, il était pas serein. Et t'as ressenti ce truc, toi, à distance Je l'ai ressenti avant qu'il m'aborde. Ok. Et du coup, sa démarche, elle était sympa, mais c'était pas authentique dans le sens où il l'avait pas fait d'emblée. Ça s'est ressenti direct. Et le lendemain, je sors de ses bureaux. Je rentre du taf tranquille. Et là, j'entends Jean dans la rue. Je me retourne. Et là, c'était un autre pote qui m'avait vu. Et lui, direct, tu vois, il avait gueulé en fait. Il avait fait son truc à lui qui était méga authentique. Sans réfléchir, le premier truc qui lui venait. Ok. Et ça enlève la friction un peu dont tu parlais, tu vois. Il y a le truc du vas-y, j'y vais. Je vais pas surréfléchir, je vais pas suranalyser. Ouais. Et c'est ça qui a créé l'authenticité dans la deuxième situation. Même si c'est imparfait, du coup. Même si en fait l'idée de crier ça aurait pu lui faire peur, il aurait pu se dire putain, les gens vont me remarquer dans la rue. Ouais. Il a accepté peut-être, c'est peut-être pas conscient, mais il a accepté l'imperfection de ce qu'il allait faire. Et c'est ça qui a rendu le truc authentique. Ouais, exactement. Putain. Qu'est-ce que t'opposes à l'authenticité d'ailleurs? La friction, comme je le disais tout à l'heure. La recherche de contrôle. Ouais, et puis l'envie de plaire, plus généralement. Ok. Donc c'est pas vraiment le mot contraire, mais en tout cas, dans l'énergie, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Et plus tu essaies de plaire, plus tu essaies de contrôler un résultat, d'entre guillemets manipuler, en fait, ça pourrait être le mot, et tu perds en authenticité. Et dans le contexte de la drague de rue, dans le contexte des relations, des gens que tu vas rencontrer, en étant potentiellement un peu manipulateur, en essayant de plaire, en cherchant à plaire, en cherchant à contrôler un résultat, à obtenir quelque chose, tu vas attirer des gens qui sont eux aussi, tu vas connecter avec des gens qui sont eux aussi dans cette dynamique-là. Et en fait, tu vas forcément à un moment te dire,
Putain, mais où est l'authenticité en fait dans ce monde? Mais t'arrives quand même à connecter avec les gens. Tu peux, Ok. tu peux. Pas forcément avec les bonnes personnes. Et j'ai même envie de dire avec moins de personnes parce que la plupart des gens quand même cherchent à être heureux. Et donc les gens qui cherchent à être heureux recherchent par extension des relations assez authentiques, des relations dans lesquelles ils n'ont pas besoin de réfléchir, des relations dans lesquelles ils peuvent être eux-mêmes. Et, euh, et donc les personnes qui vont réussir à connecter avec quelqu'un de manipulateur, qui cherche à plaire, qui n'est pas authentique, sont quand même, d'après ce que j'ai observé, une minorité quand même. Ok. Mais c'est une minorité qui va peut-être, comme tu dis, attirer des gens du même acabit. Ouais, c'est ça. Et du coup, ok, ça fait une niche. Ça existe, mais je conseille à personne de se chauffer à manipuler les gens, à avoir des relations. Faudrait trouver un mot contraire à authentique. Je sais pas exactement, mais je conseille pas en tout cas. Ok, le docteur Enzo ne met pas ça sur sa prescription. Mais c'est cool ce que tu dis sur le côté chercher à plaire. Parce que en éloquence, en prise de parole en public, il y a aussi beaucoup cet aspect de séduire. Ouais, J'ai un discours à faire, j'ai un public face à moi, je vais aller le séduire. Et en fait, paradoxalement, plus t'empiles de masques, plus tu passes par une préparation écrite, un apprentissage par cœur, une anticipation de tous les détails, moins t'es toi-même, moins t'es authentique, et plus ta perf, elle est éclatée. ouais. Donc je trouve ça génial de se dire, quand tu veux tout bien faire, généralement tu crées un personnage qui n'est pas toi, ça se ressent, et ça va te coûter dans ton résultat final. Et tu l'as je crois que tu l'as dit, tu as une formule. Il y a un gars que j'aime bien, un excellent orateur, lui il dit parler c'est faire le deuil de la perfection. Ouais, Et j'imagine qu'il y a ça aussi en drague de rue, ou comme le mec là qui m'a interpellé dans le centre de Rennes, il y a cette idée de je m'en fous en fait, ça va pas être parfait. Ça va pas Ouais. être parfait et c'est ok. Et et ça va être authentique. C'est hyper bien dit. Faire le deuil de la perfection, c'est vraiment ça. Accepter en fait que de te montrer tel que tu es avec tes défauts et d'accepter que tu peux être aimé et apprécié pour la personne que tu es avec tes défauts. T'as pas besoin d'être parfait pour plaire aux gens, pour plaire aux femmes du coup dans mon cas, mais pour plaire à un jury c'est pareil. T'as pas besoin d'être parfait, t'as besoin de communiquer quelque chose. Mais le grand paradoxe c'est qu'en fait on est quand même obligé pour apprendre une compétence de passer par un moment, une phase de technique, une phase dans laquelle tu vas être obligé d'un petit peu conscientiser ce que tu fais et légèrement te rendre moins authentique pour le redevenir plus tard. Mais pour moi, c'est une phase qui doit soit durer peu de temps, soit qui doit être. Tu dois pas aller dans un extrême en fait, te dire ok, maintenant je suis plus du tout authentique, je suis complètement technique et j'apprends la compétence. Pour moi, il y a un équilibre à trouver et c'est là que tout le travail. C'est là que toute la compétence de l'équilibre en fait entre l'authenticité et la non-authenticité se trouve, selon moi. Ouais, et je te rejoins à 100% mec. Et j'ai une image qui me vient en tête quand tu parles de technique. On a tous appris à marcher. Ouais. Au début, c'était un truc qui était pas naturel. On était à quatre pattes, on rampait, on était des bébés. Et tout le monde dans la rue, là, c'est des adultes, ils marchent sur leurs deux pattes. Il y a eu une phase d'apprentissage. Il y a eu une phase de technique, on s'en souvient plus, on était trop petits, mais où on a dû un petit peu rationaliser, conscientiser le truc, même si on était des bébés, en se disant, ok, il faut que je mette un pied après l'autre, puis il faut que je plie mes genoux, il faut que j'équilibre mon corps. Et du coup, on était vraiment 100% dans la recherche de la technique, du bien faire. Et aujourd'hui, avec le temps, c'est naturel, et il n'y a plus personne qui réfléchit à comment est-ce qu'il allonge son pas pour marcher. Ah, toi, tu réfléchis plutôt. Bon, bah ça va, j'ai passé ce Ok. cap. Putain, bien joué. Et Tu me donneras des conseils. je te donne des tips. Pour rebondir sur ce que tu disais, c'était qu'une phase. Et Ouais. le piège, c'est peut-être qu'il y a des gens, ils restent bloqués dans cette phase, comme des grands adultes qui auraient encore de manière consciente le fait de écarter les genoux, équilibrer leur corps et tout. En fait, c'est ridicule parce que déjà, t'en as pas besoin. Ensuite, ça occupe de l'espace mental qui pourrait être investi ailleurs. Et ensuite, t'es pas efficace quand tu fais ça. C'est clair. C'est clair. Et je pense même que, ça je l'ai beaucoup observé aussi avec des élèves, je pense même que c'est une forme de confort en fait. Quand tu commences, alors moi je parle beaucoup, je vais peut-être pas m'étaler trop là-dessus, mais je parle beaucoup sur la chaîne des niveaux de conscience.
Mais quand tu passes d'un état de naïf, de totale incompréhension par rapport à une discipline, donc que ce soit la tienne ou la mienne, euh, quand tu passes de cet état-là à l'état de ok, je reprends le contrôle de moi-même, je prends le contrôle de ce que je suis capable de faire dans cette discipline, je commence à apprendre des choses, donc je passe dans un état de conscience de courage, de contrôle, je fais face à la chose pour essayer de créer un résultat par rapport avec mes actions. Quand tu passes dans cette phase-là, en fait, tu vois des résultats arriver dans les premières semaines, dans tes débuts. Et c'est hyper confortable, c'est hyper agréable. Et tu te dis, ok, ça y est, là j'ai la clé pour avancer. Et il y a un moment où tu te retrouves face à un plafond et il faut que tu arrives à te détacher de ce qui t'a fait avancer à un certain moment pour réussir à passer à l'étape supérieure. Donc là, je parlais des niveaux de conscience, mais pour aller un peu plus haut encore et accepter en fait de lâcher prise. Et je pense que c'est le lâcher prise en fait qui peut faire peur à certains, surtout les entrepreneurs. On est dans des locaux d'entrepreneurs, mais à chaque fois que je rencontre des entrepreneurs, je me rends compte qu'ils ont ce truc-là où il y a un moment en fait, ils ont eu des résultats grâce à la technique, grâce à leurs efforts. Mais il y a un moment, j'ai l'impression qu'il faut réussir à aussi lâcher prise et un peu laisser glisser, laisser aller, parce c'est la meilleure manière d'intérioriser ce que tu as appris jusque-là et de le délivrer à 100% en fait. Ok, mais tu l'as dit, et on peut expliquer du coup ce schéma comme ça fait peur de lâcher prise. Ça fait peur de fou. En drague de rue, j'imagine, parce que c'est plus ton domaine que le mien, moi c'est la prise de parole en public. Quand tu es face à un public, il y a des gens, s'ils n'ont pas de texte, ou s'ils n'ont pas appris par cœur, ou si ceci, ou si cela, ils ont besoin de garantie, ils ont besoin de sécurité. Et sans ça, les mecs, ils ont peur face à leur On public. aime beaucoup le confort quand même en tant qu'humain. Et ça, c'est normal. Ouais. Mais il y a peut-être un sacrifice à consentir en disant, si je veux gagner en performance, il va falloir que temporairement, je mette mon confort de côté. Ça va passer par travailler différemment, s'approprier davantage la discipline plutôt que être mécanique comme un robot. Je sais pas si tu as des anecdotes, j'en ai une en tête, c'est pour ça que je te demande, sur quelqu'un qui était vraiment inauthentique dans ton domaine et ça se ressentait. Ouais. En fait, j'ai beaucoup d'élèves, un bon 50% de mes élèves là que j'ai actuellement, qui se sont beaucoup intéressés au game, à la drague de rue, très technique. Ok, comment tu plais une femme, comment tu crées de l'attraction chez une femme, comment en psychologie féminine est-ce que tu as le max de compréhension possible pour réagir de la meilleure manière dans chaque situation. Le problème est que tu peux pas tout prévoir, c'est impossible. Et je l'ai beaucoup étudié la drague de rue, j'ai beaucoup étudié la psychologie qu'il y avait derrière, la psychologie féminine en fait là pour le coup. Et tu peux pas prévoir les réactions de quelqu'un, tu peux pas prévoir. Alors tu peux prévoir les grandes lignes si tu veux, mais tu peux pas tu peux pas t'attendre, tu peux pas savoir ce qui va se passer dans une interaction. Et tous les mecs qui ont cherché en fait à avoir plus d'informations pour devenir meilleurs, pour mieux prévoir encore ce qui allait se passer, ils se retrouvaient face à un mur énorme et ils se retrouvaient dans une situation où en fait déjà de un ils avaient plus de résultats comme ils avaient pu en avoir avant, et de deux ils étaient stressés et ils étaient surtout dans une certaine peur de l'incertitude. Et j'ai un élève en particulier pour qui c'était le cas, je pense à lui, il se reconnaîtra sûrement, mais en gros il avait ce truc où il était très bon techniquement et il pensait toujours qu'il devait apprendre plus de choses pour devenir meilleur avec les femmes et pour avoir plus de résultats, pour pouvoir avoir les meilleures actions dans les meilleures situations possibles. Et en fait c'était l'exact inverse qu'il fallait qu'il fasse au point où il en était. Il devait apprendre vraiment à lâcher prise. Ce qui fait que quand il allait voir des filles, quand il allait faire des interactions, c'était très peu naturel en fait. On ressentait qu'il était dans sa tête à réfléchir à ce qu'il avait appris. On sentait qu'il était dans sa tête à réfléchir à comment agir de la meilleure manière pour plaire le plus possible, pour avoir le meilleur résultat possible, tu vois, comme un examen. Alors qu'en fait, il devait juste avoir confiance en ce qu'il avait appris jusque-là et complètement lâcher prise et en fait apprendre à ne plus réfléchir du tout et être dans le moment présent. Tu veux dire que le fait de suranalyser et d'être dans une espèce de quête de la perfection, d'engranger le plus d'infos, Ouais, ça l'éloignait des résultats qu'il voulait. ouais, complètement. C'est fou ça. Et il avait pas, j'appelle ça la foi en fait, mais il avait pas foi en ce qu'il avait appris avant, en les compétences qu'il avait acquéries avant, et en le fait que ça c'était suffisant ce qu'il avait appris avant. Et en fait il y a eu tout un travail à faire sur la confiance qu'il avait, non pas en lui mais en ses compétences
précédemment acquises et en avoir foi en ce truc-là en fait. Et c'était vraiment un truc, en fait, c'était limite diviniser ses compétences, ce qu'il avait appris, pour vraiment qu'il comprenne que peu importe dans quelle situation il va se retrouver, son cerveau, plus il va lâcher prise, plus son cerveau va trouver les bonnes informations au bon moment parce qu'il a fait l'effort à l'époque d'apprendre. Hmm. Et maintenant, c'est plus du tout la direction dans laquelle il doit aller. Et c'est au moment où il a réussi à lâcher prise, tout le travail qu'on a fait, et qu'il s'est rendu moins bon, il s'est autorisé à être moins bon avec les femmes, à être moins parfait, à moins prévoir, à accepter l'incertitude. Parce que c'est dans l'incertitude que tout se crée en fait. Et c'est là qu'il a pu avoir des résultats. Avec un niveau que lui jugeait moins bon. Ok. Et tout ça, c'est savoir faire face à l'incertitude en fait. Ouais. Il y a peut-être aussi, parce que tu parles beaucoup d'un côté il voulait apprendre, et de l'autre côté quand il vivait des expériences, bah, il était encore en train de réfléchir et de compiler des données dans son cerveau. Il y a peut-être un équilibre à trouver entre la théorie et la pratique. De ouf, de ouf. Il y a des profils, et c'est le cas aussi en prise de parole, de mecs qui sont très intelligents, de mecs, de meufs, mais qui veulent vraiment avoir beaucoup d'infos. Et c'est des perfectionnistes. Ils se disent, ouais, je Ouais. peux pas être capable de me lancer si j'ai pas tel truc. Et en fait, ils vont apprendre une donnée, une situation, quelque chose, ça va les attirer vers une autre, ils vont se dire, ah bah je dois connaître l'autre avant de me lancer, sinon je peux pas, et ainsi de suite. Et en fait, quelqu'un qui pratique va tellement plus vite. Ouais. Et il acquiert tellement plus de confiance dans ses compétences, donc ça va se ressentir, c'est ce que tu disais. Et il n'y a pas cette espèce de couche de suranalyse, surinterprétation, de travail excessif qui apporte pas grand-chose. Il y a un, il y a un jargon économique pour dire que il y a certains services, en fait, quand tu les utilises, il y a un gain marginal. C'est-à-dire que le plaisir qui te procure, ça monte, ça monte, ça monte. Et il y a un moment où c'est plus rentable d'investir parce que c'est marginal, la proportion de plaisir que ça te rapporte, et tu vois la courbe qui descend. Et en prise de parole en public, j'ai deux élèves, c'est des opposés. Je les ai coachés toute une année, les deux. La première, c'était une fille, et elle était un petit peu craintive au début. Du coup, elle avait un ethos qui était... c'était hyper authentique, en fait. Un ethos, est-ce que tu peux juste nous rappeler ce que c'est? Je peux traduire l'ethos. L'ethos, en fait, c'est la manière dont vous êtes perçu. C'est le personnage que vous incarnez dans la tête de votre auditoire. Et ça va passer tant par votre habillement, votre posture, votre voix, que ce qu'on sait aussi de vous. Est-ce que on a votre CV entre les mains? Est-ce qu'on a entendu parler de vous en bien ou en mal? Donc l'ethos, c'est vraiment tous les éléments qui contribuent à ta perception dans la tête de l'autre. Et cette fille-là, elle avait un ethos très fragile, très vulnérable. Elle était petite, elle était fluette, elle était assez jeune. Et en fait, son premier discours, elle avait une peur qui était sincère de parler. Et je lui dis, communique-le au public, dis, bah là, je suis devant vous ce soir, je vous avoue que j'ai peur, hein. C'est la première fois et tout, j'ai peur. Elle fait sa premier discours, tonnerre d'applaudissements, on a envie de l'apprécier, on a envie de l'aimer, c'est authentique. Sauf qu'en fait, elle a fait 2-3 fois le même discours sur 2-3 mois. Plus elle avançait, plus elle avait de l'expérience. Plus elle avait de l'expérience, moins elle avait peur. Sauf qu'elle continuait à dire Elle avait ah peur. voilà, j'ai peur et tout. Et du coup, la dernière fois, c'était vraiment risible, quoi. C'était plus du tout authentique, c'était complètement désaligné, ok. tu disais le mot au début. Parce qu'il y avait d'un côté ce qu'elle disait, de l'autre ce qu'elle incarnait. Et elle était plus la petite fille timide du début. Donc quand t'as une oratrice qui a un petit peu de bouteille, qui est à l'aise, qui te dit bah je me tiens devant vous aujourd'hui, j'ai peur. Non, ça marche pas. Et à l'inverse, t'avais un élève dans les mêmes âges, lui c'était un garçon que j'ai accompagné pareil sur la même période. Et en fait, ce gars-là, lui pour le coup, il avait la foi. Je l'ai appelé plusieurs fois à 24 heures d'un discours devant plusieurs centaines de personnes parce qu'il nous manquait un orateur, il fallait quelqu'un. Et du coup, je l'ai au téléphone et je lui dis bon bah tu veux passer, c'est dans 2 jours ou 24 heures, mais je te coach, t'inquiète, je t'aide. Et il était là, ouais, je vais y aller. Et du coup, il acceptait cette zone d'incertitude et ça a donné des prises de parole où il arrive devant le public. Des fois, il disait bah, on m'a passé un coup de fil il y a 20 heures en fait, voilà, les autres ils ont eu un mois de prépa. Et c'était hyper authentique pour le coup. Et il n'y avait pas du tout ce côté je vais me rassurer en restant sur mon texte du début ou ceci ou cela. Donc vraiment ce côté détachement aussi. Accepter l'incertitude. Ouais. Il me semble que c'est Brickman et Campbell qui avaient étudié ça. Et en fait, enfin l'humain est beaucoup plus performant dans l'incertitude.
Ok. Si il arrive à se détacher de ses peurs et de pourquoi est-ce qu'il est perfectionniste, voilà, de ses blocages à lui. J'ai une anecdote aussi là-dessus sur ce que tu racontes. Quand j'ai une anecdote personnelle, quand j'ai commencé le game, j'avais appris des. Enfin, j'avais appris. J'avais eu quelques résultats assez rapidement, assez facilement, un peu sans faire exprès. Sans faire exprès. Un peu. Ouais, ça m'est tombé dessus, j'ai On glissé. peut mettre ça sur le dos de n'importe quoi, mais j'ai eu des résultats sans trop réfléchir au tout début. Et puis pendant les 2 premières semaines, et très vite, ça n'a plus fonctionné. Dès que j'ai commencé à justement apprendre plus. Alors j'ai eu raison d'apprendre plus, ça m'a servi plus tard. Mais voilà, il y a eu un trou parce qu'en fait, je commençais à réfléchir et à essayer d'appliquer ce que j'apprenais. Et en fait, j'avais eu des phrases qui avaient très très bien fonctionné, des phrases d'approche vers les femmes qui avaient très bien fonctionné dans mes 2 premières semaines. Qui avaient très très bien fonctionné en fait, qui partaient du principe pareil que j'acceptais, que j'avais peur et je le disais en fait à la fille que j'allais voir. Ah, j'ai un peu peur, j'ai pas l'habitude de faire ça. Je te trouvais vraiment mignonne, il fallait vraiment que je vienne te voir. Et c'était hyper authentique en fait. La meuf le sentait, elle sentait que c'était vrai les premières fois, la première semaine, la deuxième semaine. Et je me suis dit putain, cette phrase fonctionne, faut que je la rebalance. Et le jour où j'avais plus peur, le jour où, enfin, progressivement quand j'ai arrêté d'avoir peur et quand j'ai eu moins peur en tout cas, et quand je commençais à avoir des résultats, je me suis dit ok, cette phrase fonctionne, je la garde. Et ça fonctionnait plus. Genre impossible de connecter avec quelqu'un parce qu'on sentait qu'il y avait une dissonance énorme entre ce que je disais et ce qui se passait en moi. Donc un manque d'authenticité du coup. Et c'est là que j'ai vraiment capté à quel point l'authenticité c'était beaucoup plus ça qu'on recherchait. Malgré ce qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux avec les femmes qui ont des critères, les hommes qui ont des critères, les green flags, les red flags, peu importe. Peu importe si t'es imparfait, peu importe si t'as des red flags, des green flags, peu importe ce que tu communiques. Tant que tu es authentique, en général, tu vas réussir à avoir des résultats. Tant que tu acceptes de te montrer tel que tu es sur le moment, tu vois. Donc oui, tu as peur, montre que tu as peur, n'essaie pas de le cacher parce qu'on va sentir qu'il y a un truc bizarre. T'as pas peur, ne fais pas semblant d'avoir peur. Parce qu'on va le sentir aussi. Et ça marche avec n'importe quelle phrase d'accroche. À chaque fois que je donne une phrase d'accroche à un élève, elle peut marcher une fois, 2 fois, elle marchera plus après parce que elle est plus authentique, elle vient plus sur le moment, elle est plus liée au moment, liée au momentum. Et c'est pareil pour moi et je pense que c'est pareil pour tout le monde en fait. Ouais. Et dans tout domaine. Justement, tu vas me dire si t'es d'accord. Le meilleur moyen d'être authentique, c'est l'improvisation. Ouais, de ouf. T'es jamais autant authentique quand t'es face à un public, t'as rien dans la tête et t'improvises sur ce que tu vois, sur ce qui s'est dit auparavant, sur les vannes qui peuvent te venir. Et là, t'as des perles d'improvisation que t'aurais jamais pu écrire. Donc, c'est clair. Il y a des bienfaits, j'imagine, tu viens de le dire, tu vois, à écrire, à se rassurer avec du matériel, mais ça n'a aucune saveur par rapport à ce que tu peux faire quand t'es pas préparé. Ouais, c'est clair. Alors, la question que les gens vont se poser, c'est comment est-ce qu'on trouve du coup cet équilibre entre du coup l'authenticité qui est nécessaire et l'action, la théorie, la mentalisation, l'analytique. Et bien justement, on peut peut-être essayer de dégager des critères qui font que tu bascules de authentique à inauthentique. Ok. Je suis pas très fort pour lister des trucs, mais... On va voir, si on n'y arrive pas, c'est pas grave, mais on n'a rien préparé, c'est authentique, c'est improvisé. Pour le coup, ouais. En prise de parole par exemple, il y a 2 conseils que je donne systématiquement. Le premier, c'est toujours dire la vérité. Ça paraît très bateau, mais tu vois, dans le cas de cette élève, autant elle disait la vérité au début et du coup elle avait des bons résultats, autant quand elle a commencé à travestir un petit peu sa réalité, en disant « Ah, je me tiens devant vous, j'ai peur », alors que c'était plus le cas, les résultats se sont envolés, ils sont partis. Et deuxième conseil, c'est ôter le plus possible le volet préparation. Ça veut pas dire venir les mains vides. Ça veut dire se préparer d'une manière globale qui va vous... Non, attends, je dis non... Attends. Faut que je précise le flux de ma pensée. Prends ton temps, t'inquiète. Parce que la préparation, c'est évidemment nécessaire. Mais disons plutôt, non, ok, il faut garder un volet préparation. Je dis l'inverse de ce que j'ai senti il y a 30 secondes. T'inquiète. On garde le volet préparation, on enlève l'écueil qui consiste à surcompenser la peur par un excès de préparation. Ouais, d'accord, ok. Et on accepte l'incertitude. Donc on doit identifier aussi qu'on a peur. Ouais. C'est un truc qui fait défaut chez tes élèves ?
Ils savent pas Je qu'ils pense ont que peur. c'est un grand, grand pilier. En fait, le critère que j'aurais donné, moi, je sais pas si t'as fini les tiens, c'est en fait écouter son corps. Ça va paraître bizarre, son corps, et écouter ses sensations surtout. Quand tu es dans la suranalytique, tu vas te rendre compte très facilement si tu es suffisamment présent. C'est pour ça que j'invite tout le monde à essayer d'être présent, et c'est un truc que j'introduis à mes élèves assez vite, parce que tu vas ressentir un brouillard mental. Et le brouillard mental, c'est quelque chose de très palpable en fait. C'est quelque chose que tu ressens vraiment. Quand tu as un brouillard mental, quand tu es en train d'overthink, tu ressens un genre de mal de crâne bizarre. Tu ressens que... ouais, comme un brouillard, je pourrais pas t'expliquer, tu vois. Là, je te demande d'imaginer un brouillard dans ta tête, un nuage dans ta tête. Bah, tu vas l'imaginer, tu vas t'imaginer une sensation qui correspond. Bah, le brouillard mental, c'est exactement ça. Et tu vas sentir que tu tournes en rond. Tu vas sentir que tu essaies de fuir une sensation. Tu essaies de fuir quelque chose, tu essaies de ne pas faire face à un truc qui te fait peur en le compensant par du mental. Et c'est pour ça que être présent et essayer d'identifier et d'avoir une pensée critique, un recul sur soi, pour se rendre compte de quand est-ce que tu es dans ce brouillard mental, en t'écoutant, en écoutant ton corps, tes sensations, et en te posant la question, ok, est-ce que j'ai peur de quelque chose, est-ce que j'essaie de fuir quelque chose, et bien, c'est la meilleure manière de se rendre compte de si oui ou non tu es censé aller plus loin dans l'analytique ou calmer le jeu. Tu vois, et je pense que c'est comme ça qu'on trouve l'équilibre de la meilleure manière. Parce qu'en fait, quand l'analytique va te servir, tu vas vraiment te rendre compte que ça te donne des solutions. Et quand ça fait 15 minutes que tu tournes en rond, en général, c'est qu'il y a un problème. Alors tu peux te dire, ok, je me donne 3 semaines d'analyse, ensuite je me permets de lâcher prise. Tu peux découper comme ça. Tu peux te dire, ok, là j'ai 15 minutes à réfléchir, ensuite je lâche prise. Ensuite j'accepte la sensation et j'essaie pas de la fuir. Mais tout ça pour dire qu'en général, tu essayes de fuir quelque chose en fait. Quand tu es en train d'essayer d'analyser, de suranalyser, de surcompenser par l'analytique, par la théorie, par plus d'informations. Ouais, tu fuis le danger qui te fait peur Ouais. pour te dire non mais je travaille et dans un autre domaine qui est beaucoup plus simple. Et donc on en revient au confort dont on parlait avant. Ouais. Je travaille, c'est mon confort, c'est ce qui m'a donné du résultat jusque-là. Donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne plus maintenant. Alors que si, ça va plus fonctionner. Donc il faut vraiment être à l'écoute tant de tes résultats que de ton état intérieur. Ouais. Pour moi. En tout cas, c'est ce que j'instruis. C'est ce que c'est le mot ou pas? Je sais plus. C'est ce que j'enseigne en tout cas. Mais et c'est ce qui fonctionne en fait. Genre, c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Et tu vois vraiment un switch en fait quand les gens arrivent à commencer à apprendre à s'écouter en fait. Et avoir un recul sur leurs pensées en fait. C'est de la métacognition, c'est une critique par rapport à tes pensées. Une pensée par rapport à tes pensées. J'ai des pensées qui viennent naturellement. À quoi elles sont liées? Tu vois? Est-ce qu'elles sont liées à une peur? Est-ce qu'elles sont liées à la peur de me foirer devant le public? Est-ce qu'elles sont liées à la peur de me prendre un râteau par cette fille-là? Sûrement. Donc d'avoir une pensée critique sur tes pensées, ça te permet de beaucoup mieux te rendre compte de ce que tu es en train de faire en fait. Et de là où tu dois aller. Un autre truc auquel je viens de penser, c'est faire appel à un regard extérieur expérimenté. Ouais. Parce que quand t'es centré sur ton cas, t'es pas bien placé pour voir ce que tu parais authentique. Tu peux dire ouais si moi je suis authentique et tout, tu sais pas ce que les autres y ressentent. Mais quand tu te fais accompagner par exemple, t'as la chance d'avoir le regard d'une personne qui est calée dans le domaine que tu veux bosser, qui va te dire sans détour, non là tu fais pas authentique. Ou au contraire, ouais là c'est super, tu continues sur cette voie. Et ça peut aider je pense, parce que quand t'es dans le flou justement, tu peux avoir du mal à déterminer les critères de ce flou, ses conséquences, tes résultats, tu peux les excuser par d'autres facteurs. Donc le fait d'avoir un œil extérieur, ça peut aider, je pense. Ouais, complètement. Et ouais, puis même en fait le moment où le jury te juge, bah là t'as un regard extérieur en fait. Ou quand tu vas voir une fille en fait, une fille qui entre guillemets va te juger, va réagir à ce que tu es en train de proposer. Là t'es en train d'être jugé, t'es en train d'avoir des références et qui vont te permettre de juger là où est-ce que t'en es. Est-ce que là je suis authentique par rapport à comment elle a réagi? Je pense pas, parce que là elle a réagi bizarrement. Elle a réagi comme si j'étais un showman, tu vois. Ok, je suis peut-être pas authentique. C'est vrai que c'est intéressant du coup de regarder les réactions des autres humains en fait. Ouais. Quels signaux te renvoie ton environnement? Ouais. Et j'en ai encore un autre qui me vient en tête. Le plaisir que toi tu éprouves, c'est aussi souvent symbole d'une authenticité.
Mhm. Parce que t'as parlé d'alignement au début, ça veut dire que tes actions sont alignées avec tes pensées, avec qui tu es et ton identité. Et j'ai jamais autant kiffé des discours que j'ai faits que lorsque j'étais authentique. Le fameux état de flow. Ouais, l'état de flow. Les critères pour réussir à l'atteindre, c'est d'abord l'alignement. Ouais. Et à l'inverse, je sais pas si toi tu te sentais mal ou pas quand tu ressortais ta phrase d'approche là, de la troisième semaine, où ça marchait plus. C'était super bizarre. Moi, je sentais que. Dans toi-même, tu sentais que. Ouais. Ouais. Mais si tu veux, je le sentais et je me disais, non, discipline, elle a marché, elle va fonctionner, on peut pas toujours se sentir bien. Et du coup, j'ignorais ce truc-là. Mais d'ignorer en fait des parties de toi, c'est ce qui t'empêche d'être authentique. Et en fait, c'est au moment où tu fais face à ah putain, en fait, bon, j'utilise cette phrase, je m'en rends compte parce que je veux avoir des résultats, parce que je veux pas faire face à l'incertitude. Bon bah ok, là, il y a un truc à régler, il y a un truc auquel il faut faire face. Hmm. Mais je me souviens d'avoir ignoré pendant un moment, tu vois. Et c'était trop bizarre. Hmm. Parce que du coup, j'avais jamais été aussi bon techniquement, avec aussi peu de résultats, pendant aussi longtemps, sur autant de volume, tu vois. Et ce qui fait que ça m'empêchait pas d'avoir une super capacité d'analyse sur ce que je faisais. En tout cas, techniquement. Mais le premier truc que j'aurais dû analyser, c'était bah, mon propre état intérieur, mon propre alignement, Hmm. qui est la base de tout en fait. Ouais. Ouais, c'est peut-être le premier truc, comme quand tu rentres dans ta voiture, le moniteur d'auto-école, ils te disent d'abord tu checkes les rétros, puis ci, puis ça. Là, c'est peut-être le premier truc à regarder, est-ce que je suis aligné? En fait, c'est rouler avec le frein à main, sinon c'est. J'aime bien l'image. C'est vrai que c'est. Ouais, tu te mets des sacrés bâtons dans les roues. Je me souviens, les premiers concours d'éloquence que je faisais, je débutais, et du coup, j'avais peur, j'avais pas d'expérience, et je surcompensais cette peur par de préparation écrite aberrante, un apprentissage par cœur. J'avais mes petites feuilles et tout. Naruto, j'apprends plus que les autres, je vais être encore meilleur. J'ai pas vu Naruto, mais j'imagine. C'est un peu ça. Et en fait, je prenais aucun plaisir pendant l'exercice. Et quand tu dois faire un discours de plusieurs minutes, sous le regard croisé d'un jury devant toi, d'un public derrière, et que tu prends pas de plaisir, c'est un sentiment abominable. Ouais. Qu'est-ce que je fous là en fait? Et en fait, ça m'a vacciné. Et un jour, j'ai changé ma méthode et j'ai fait le meilleur discours de toute ma vie. Où là, en fait, ça s'est traduit en termes de résultats. Moi, j'ai kiffé, donc intérieurement, c'était super. Extérieurement, le public, il a kiffé, il y a eu une ovation et tout. J'ai jamais revu ça, tu vois. Donc, il y a vraiment ce déclic qu'il faut peut-être avoir. Et tu disais au début que quand on débute, c'est aussi normal d'avoir des phases où on est beaucoup plus technique, on est moins détaché. L'écueil à éviter, c'est de rester dans ces phases-là. Mhm. Bah, en fait, il y a un moment où tu prends plus de plaisir dans ces phases-là. C'est peut-être le moment où il faut changer. Ouais. Et les gens, en général, et je le dis pour les gens qui nous regardent, les gens se rendent pas compte à quel point le switch est impressionnant. Tu m'as dit que tu avais fait le meilleur discours de ta vie juste après avoir été explosé au sol. Excusez-moi l'expression. Non, c'est vrai. Et c'est hyper impressionnant pour mes élèves. Et bah, moi, je suis la meilleure. Enfin, pour en parler, le mieux c'est d'utiliser mon expérience parce que je vais en parler avec plus de tripes si tu veux. Mais le jour où j'ai réussi à me rendre authentique, où j'ai dit ok, là le problème, il vient de ce que je n'ose pas mettre sur la table, il vient du fait que j'ai peur de déplaire, il vient du fait que je veux contrôler les résultats. Du coup, ok, j'arrête de faire tout ça, je travaille sur ok, essayer d'être plus authentique. Le jour où j'ai réussi à le faire, parce que ça vient très vite en fait, le jour où tu captes ça, tu te dis quasiment que c'est magique en fait. C'est un truc de fou. Tu te rends pas compte à quel point, moi dans mon domaine, tu peux faire des rencontres qui sont hyper alignées avec qui tu es toi, parce que tu t'es permis d'être toi-même en fait. C'est tout le concept en game de la polarisation, d'être polarisant, d'oser être soi-même pour à la fois déplaire au grand nombre et plaire au grand nombre. Et ne pas être lisse pour juste être le mec dont tout le monde s'en fout, tu vois, qui fait pas de vagues. Et le jour où tu es toi-même, il y a des gens qui tu vas pas plaire, c'est cool. Il y a des gens qui tu vas énormément plaire et qui tu vas énormément connecter surtout. Et tu vas te dire, mais cette personne-là, je l'ai rencontrée, j'ai l'impression que c'était le bon moment, c'était exactement la personne qu'il me fallait maintenant. Tu vois, aussi bien dans une soirée, une rencontre d'un soir, une fille que tu vas rencontrer, tu vas passer la soirée avec elle, aussi bien une relation qui va durer plus longtemps. Enfin, j'en fais l'expérience actuellement là d'ailleurs, c'est hyper impressionnant. T'as l'impression que c'est quasiment magique en fait. Et en fait, c'est toutes tes micros. En fait, tu peux pas contrôler tes micros expressions,
tu peux pas contrôler tout ce que tu vas dégager. Donc le jour où bah, tu acceptes qui tu es et tu oses le montrer à 100% comme c'est sur la table, bah, tu te rends compte que les gens vont ressentir des choses chez toi qu'ils ne pouvaient pas ressentir avant. Tes micro-expressions vont changer. Et il y a plein de petits signaux hyper subtils qui vont passer, qui ne passaient pas avant. Et ça va permettre des interactions que tu n'aurais pas pu avoir avant avec la même personne peut-être. Tu vois, au même moment. Donc à quel point est-ce que... Les gens surtout, souvent se disent, j'entends souvent ce discours de bah il n'y a plus de femmes bien maintenant, il n'y a plus de femmes qui se laissent aller, de femmes authentiques, peu importe le critère. En fait, change le truc chez toi d'abord. Essaie d'être ce truc que tu recherches à l'extérieur avant chez toi. D'être complètement aligné avec ça. Et ensuite, tu verras le monde extérieur. Et c'est très logique en fait s'ouvrir à toi en fait. Voilà, petit message pour les gens. Mais c'est vraiment magique. Ouais, il n'y a pas de retour en arrière. Quand tu as goûté au plaisir que c'est d'être authentique, dans mon cas, faire un discours, de ton cas, connecter avec des gens, en étant toi-même et en diminuant le plus possible le nombre de filtres, parce que je pense qu'il y en a quand même toujours. Tu peux pas réduire jusqu'à 0. Quand tu as goûté à ça, mais jamais de la vie tu reviens en arrière, c'est beaucoup trop bien. Ouais. Et en plus, ça t'apporte plus de résultats, ça t'apporte plus de plaisir. C'est presque plus simple à mettre en œuvre. Tu passes moins par le truchement, pour employer un mot compliqué, par le truchement. Vous irez voir ce que veut dire truchement. Tu passes moins par le truchement donc d'une prépa écrite, d'un apprentissage par cœur, dans ton cas d'apprentissage de phrases d'approche ou de phases dans la tête ou que sais-je. En fait, tu enlèves tout un volet technique, donc tu enlèves de la charge mentale, tu fais de la place dans ton cerveau pour être plus connecté à l'instant présent. Et ça te permet de faire des trucs. Je pense que c'est des mots un petit peu galvaudés, vus et revus, instant présent, connecté. Je pense que les gens ne réalisent que trop peu ce qu'il y a derrière. Ouais. Quand vous êtes dans une salle avec un public, que vous faites un discours, il y a une différence phénoménale entre le gars qui a tout appris par cœur, qui va réciter sa feuille comme ça, qui va récolter des applaudissements polis à la fin, et la personne qui a beaucoup moins préparé, qui est beaucoup plus connectée, qui va entendre un truc dans la salle, qui va rebondir dessus, dont le micro va déconner. Et ça m'est arrivé, grosse scène, le micro déconne, tu fais une vanne sur le micro qui déconne. Cette vanne, elle n'est pas écrite. Tu pouvais pas la prévoir. Mais les gens, tu viens les choper d'une force. Et c'est ça, plus ça. Tu parlais des micro-expressions que tu peux pas contrôler. C'est vraiment se rendre... Il y a un côté se rendre vulnérable, mais qui apporte tellement plus en présence, en charisme et en résultat, quand il y en a à la clé, que c'est pour ça que je dis que derrière, tu reviens pas. Et pourtant, c'est imparfait. Mais combien de fois t'as entendu des meufs te dire ouais, ce mec, il était trop parfait. Oui, il y a un joueur de foot très connu. C'est devenu un mème dans la communauté parce que sa femme, elle a dit ouais, je l'ai quitté parce qu'il était trop parfait. Et tu le vois, genre il met des buts de bâtard, il est trop fort, il est trop chaud, quoi. il a une super coupe de cheveux, il est beau gosse, il est stock et tout. Et sa nana le quitte en disant il est trop parfait. Le mec, c'est une machine à faire, il est plus humain, quoi. On s'attache aussi aux défauts des gens. On s'attache à ce qu'ils nous font voir de nous aussi, tu vois, d'une certaine manière. Et ça rassure. Et c'est rassurant. C'est rassurant de... Comment tu te sens face à quelqu'un de parfait, c'est trop bizarre, tu vois. Ouais, tu vas te comparer constamment. Ouais. Tu vas dire ouais, il se lève à 5h du mat, moi non, il parle bien, moi non. Tac, non. Et avec toute cette vibe entrepreneur et tout, là, depuis 5-10 ans, là, en 10 ans, je regardais pas encore ça, quoique. Mais tout ce truc dev perso, en fait, je pense qu'on l'a pris... on a pris ça avec la mauvaise perception, en fait, le dev perso, tu vois. Là, on est trop passé par une phase... J'ai l'impression que ça se calme un peu, mais on est trop passé par une phase de... Lève-toi à 5h, et ta routine pendant 2 heures. Tac, c'est bien, ça sert. Mais c'est pas le mec qui va se lever à 4h tous les matins, ou alors à 3h, ou alors à 2h, tu vois, qui va être le meilleur, qui va avoir les meilleurs résultats. C'est le mec qui, oui, va se mettre une routine en place, mais surtout qui va kiffer ce qu'il fait, qui va se laisser aller. Et les Japonais l'ont bien compris. J'en parle beaucoup sur la chaîne, je trouve que c'est trop bien qu'ils aient inventé ça. Tu parles des Japonais sur ta chaîne beaucoup. C'est le shuhari. Okay. En gros, c'est un truc, c'est la maîtrise de l'épée. Le shuhari, c'est la manière dont tu vas apprendre la maîtrise du sabre et les phases que tu vas avoir dans cette maîtrise-là. Ça te fait marrer. Ouais. Et en gros, donc, c'est 3 étapes. Shuhari,
Ça te fait taper des barres? On avait dit podcast sur l'authenticité. Là, il y a un mec qui me décompose un mot japonais Tu vois, en 3 syllabes. ça marche très Pourquoi bien. pas. Le shu, c'est le moment où en fait ton prof samouraï va t'apprendre tous les rudiments de l'épée. Donc en fait, comment est-ce que tu es censé taper, couper, comment est-ce que tu es censé incliner ton poignet, à quel moment est-ce que tu dois voir une ouverture et taper. Et tu vas répéter comme à la boxe, comme dans n'importe quelle discipline. Le ha, c'est le moment où il va te dire ok là, tu as assez d'infos, maintenant essaie juste d'arrêter de réfléchir. C'est un entre-deux. Il va quand même encore te souffler quelques techniques si tu veux pour t'ajuster. Et le ri, c'est le moment où en fait tu peux vraiment lâcher prise et juste faire confiance aux compétences que tu as apprises. Et là, t'es un putain de samouraï, tu vois. Et je trouve que c'est trop bien. C'est génial. Ça fait rire les gens, mais ça marche, tu vois. Ouais, ça me faisait rire au début, là, je vois l'intérêt avec ça. Et c'est très stylé. Et j'ai une anecdote avec ça, encore une fois, parce que je pense que les gens aiment bien les anecdotes. On regarde aussi des podcasts pour ça. Pour les histoires. C'est, si tu veux, dans aucun livre de game, dans aucune vidéo de game, tu vas voir que c'est stylé d'embrasser une meuf en la filmant, tu vois. Tu vas me dire, ok, c'est trop bizarre, t'es un psychopathe en fait, mec. J'ai hâte d'entendre la suite. Il y a une soirée où j'étais en boîte de nuit, un peu après que je capte qu'en fait il faut être authentique, qu'en fait il faut se rendre vulnérable, et il faut juste être soi-même, et accepter parfois d'être rejeté, et accepter de prendre des risques en fait. Et voilà, une soirée après avoir découvert tout ça, je suis allé en boîte de nuit, il y a une fille qui me plaisait vraiment depuis longtemps, très très belle, très très mignonne, et en fait j'ai essayé, pendant les mois précédents, j'essayais vraiment de tout contrôler avec elle, j'avais depuis un moment... Je crois que je vois... Tu vois de qui je parle. J'essayais vraiment de tout contrôler, j'essayais vraiment d'être parfait, parce qu'en fait je la voyais comme étant parfaite, tu vois. Très belle, très, très séduisante, tu peux en témoigner. Ouais, oui. Et certains sur la vidéo verront aussi de qui je parle. Voilà, une femme que n'importe quel mec aurait voulu au moins valider dans sa tête, tu vois. 100% des mecs tombent amoureuses de cette meuf. Ouais. Et en fait, il y a un moment où je me suis dit, vas-y, fuck, en vrai, j'en ai marre. J'ai plus l'énergie de pas être moi-même, en fait. Ok, elle est très belle, ok, elle est très cool, mais vas-y, j'en ai marre. Et en étant en boîte de nuit, je la vois, et je sais pas danser à ce moment-là encore. J'ai appris depuis, mais je sais vraiment pas danser. Je la fais un peu tourner et tout, je teste des trucs. C'est pas ouf, mais je sens un kiff un peu parce que je réfléchis pas, en fait. Et il y a un moment où, en fait, j'essaie de l'embrasser, elle me met un vent. Et j'ai senti qu'à ce moment-là, j'essayais trop de le faire comme ce que j'avais appris, en fait. Ok, il y a une ouverture, tu fais à tel moment, tu t'approches d'elle, tu regardes dans les yeux, tu essaies d'embrasser. Ça a pas marché, elle m'a un peu rejeté. Bon, tant pis, je fais ma soirée, je kiffe un peu. Et en fait, bon, il y a peut-être eu une bière ou deux, mais j'ai commencé à kiffer ma soirée, je me suis relâché, j'ai arrêté de me prendre la tête. Et j'ai kiffé ma soirée de mon côté, à danser et tout. Et elle est revenue naturellement vers moi. Et à ce moment-là, en fait, juste, je l'ai regardé dans les yeux, j'ai sorti mon téléphone. Je lui ai dit, on fait une super vidéo, je l'ai mis comme ça et je l'ai embrassé sur la vidéo, tu vois. Et c'est le pire truc, le pire conseil que je peux donner à un mec, si tu veux, pour embrasser une meuf. Mais sur le moment, ce que j'avais envie de faire, c'est ce qui me faisait marrer. Et c'est l'idée que j'ai eue, si tu veux. Et je prenais le risque de me faire rejeter et j'aurais été hyper respectueux avec ça, tu vois. Mais ça a fonctionné, elle a kiffé ça, tu vois. Et si j'ai pu faire ce truc-là, c'est pas parce que je l'ai appris quelque part, c'est parce que vraiment, j'ai accepté de me rendre vulnérable et d'accepter de montrer les idées un peu farfelues que j'avais en tête, si tu veux. Alors évidemment, c'était un malade mental. Il y a des trucs qu'il va falloir quand même calmer, tu vois. Mais ça me faisait rire sur le moment. Je savais que ça allait pas être... au pire, j'allais prendre un vent, tu vois. Et ça l'a fait. Et ce qui est hyper drôle, c'est qu'après, cette fille-là me donnait beaucoup plus de validation. Et je me suis rendu compte qu'elle était pas si parfaite que ça, en fait. Moi, en me rendant vulnérable, en acceptant que j'étais pas parfait, je lui ai donné l'opportunité de s'ouvrir elle aussi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, elle était pas parfaite. Et qu'elle n'avait pas besoin de me faire autant peur que ça, en fait. Et derrière, tout s'est passé normalement, en fait. Et c'est vraiment un truc que je recommande rien que pour ça, en fait. Parce que toi, en te rendant vulnérable, tu donnes l'opportunité aux autres de te rendre vulnérable. Tu donnes l'autorisation. L'autorisation aussi, ouais, un peu. Et là, c'est ce que tu dis. La fille, tu l'as considérée comme parfaite. Ouais. T'as fait un move où tu t'es rendu vulnérable. Ouais. T'as accepté l'imperfection. T'as accepté de montrer qu'il y avait des trous dans ta cuirasse. Et elle en a fait pareil après. Ouais. Moralité, toujours filmer les filles que vous embrassez. Filmer les femmes en soirée, comme vous les embrassez. Voilà, comme ça vous serez authentique. T'as dit un truc au début qui est génial. T'as dit, dans ta première phase de soirée, t'en as eu un petit peu marre. T'as dit, j'étais fatigué de jouer un rôle. Ouais, flemme de jouer un rôle. De pas être authentique. Flemme de pas être toi-même, ça te donne trop d'énergie en fait. Voilà, flemme de pas être toi-même.
En fait, il y a un truc qui s'appelle la fatigue de personnage. Ouais. Tu vois très bien de quoi je parle. Ça marche dans nos deux domaines, l'éloquence et la tchatch. Quand tu te mets dans la tête de l'autre, tu essaies de présumer ses attentes, ses envies, ses besoins. Toi, tu sors de ta tête, tu fais plus ce qui te fait kiffer, c'est de faire plaisir à l'autre. On revient au côté séduire le public les gens. Quand tu fais ça, en fait, attends, je me suis perdu. Putain, le mec Fatigue de personnage. qui est paumé. Le mec est trop fatigué. C'est la canicule, il fait chaud chez moi, j'habite sous les toits. Fatigue de personnage, peut-être. Oh non, démasqué, je suis authentique. Non, ce que je voulais dire, c'est fatigue de personnage. Les mecs qui font un podcast sur l'authenticité, ils sont pas du tout authentiques. Ils récitent. Ouais, j'ai un prompteur là-bas. Excuse-moi, je te coupe. J'ai bien aimé le petit croisement là de nos jambes. Fatigue de personnage. En fait, quand tu veux faire plaisir à l'autre, quand tu es dans une dynamique de présumer ses attentes pour les combler, toi, tu t'écartes de ton alignement antérieur, de ce que toi, tu voudrais faire, et tu joues un personnage, et ça, c'est pesant. Il faut en avoir conscience, quel que soit le contexte. Quand on essaie, par exemple, si vous apprenez une mauvaise nouvelle, vous voulez faire bonne figure, c'est fatigant. Hein. Tu vas très bien dormir le soir. Ouais, Voire pas, mais enfin, tu vas être crevé. Ouais. Et en fait, quand tu joues un personnage, tu peux pas porter le masque trop longtemps. Donc à un moment, on va voir que ce n'est qu'un masque, et là, tu vas payer les pots cassés. Et ça pique. Ouais, il y a toujours un prix à payer hein, Ouais. au fait d'être inauthentique. Mais le premier, je suis persuadé de ça, le premier, c'est ton épanouissement personnel qui est sacrifié, soi-disant sur l'autel de la performance, parce que tu veux bien faire, mais au final, ta performance, elle empathie, ton état interne, il empathie, et ton épanouissement, il coule. Tu kiffes jamais quand tu joues un rôle. C'est vrai. Mais alors, du coup, comment on fait là maintenant? Là, on a capté qu'il fallait être authentique. Comment là, je deviens authentique? Alors, une fois la phase de chou franchie, Le ha. le puis le riz. Il se fout de ma gueule avec le truc de samouraï, ça m'embête parce que c'est hyper sympa. Moi, j'adore. Je me fous absolument pas de ta gueule. Au début, je rigolais parce que je voyais pas. Ce que Ah, les ça- katanas, trop marrant. Ouais, tu vois. Je comprends. Ce que ça venait faire là, surtout. Et après, non, il y a une vraie pertinence dans ça. Quand on débute, je pense qu'il faut accepter une phase de technique. Mais très vite, il faut se détacher de la théorie pour aller vers la pratique. Et dans cette pratique, il faut accepter, ça demande ça demande de la confiance d'une part, mais ça en apporte d'une autre. Il faut accepter d'aller vers l'inconnu, d'aller vers le doute, d'aller vers l'incertitude, d'aller vers l'imperfection. Et en fait, il y a 1 millier d'exercices que tu peux faire pour pratiquer cette compétence. Là, pour le business, je dois faire des cold calls. J'ai pas de formation de closer. Donc j'ai appris un petit peu à droite à gauche, j'ai chopé des techniques, mais quand je décroche mon téléphone, je me dis jamais « Ok, il faut que ça soit parfait, il faut faire ci, il faut faire ça », juste je le fais. Et en fait, c'est en faisant ça, c'est en faisant des premières scènes si vous êtes orateur, des concours d'éloquence, des pitchs, c'est juste de pratiquer, dans ton cas d'aller voir des gens, de leur parler, c'est de passer par un gros travail de pratique qui va faire ensuite qu'on arrive vers le riz. Et là, on est un maître Shaolin. Je voulais faire je fais un doigt d'honneur à la caméra, mais je voulais faire Dans Naruto, ils font des trucs avec leurs doigts, mais j'ai pas regardé Naruto. Voilà. On fera la même en montage. J'ai une théorie, beaucoup moins validée par la science, du coup, cette fois-ci. Ça Mais m'intéresse. je me demande même si t'es suffisamment aligné et authentique, t'es peut-être même pas, c'est ma théorie du moment, t'es peut-être même pas obligé de passer par la technique. Ah, Mais le truc, c'est que ça demande un niveau de chouari, si tu veux, assez balèze. Je l'ai pas atteint, ça, je pense que c'est le travail d'une vie, tu vois. Mais je pense que là, demain, tu prends n'importe quelle discipline. Voilà, demain, tu vas apprendre. T'as pas une idée de discipline Si, j'ai même une anecdote qui peut illustrer. Tu vas me dire si ça colle avec ta pensée. Vas-y, je t'en prie. J'ai un pote, il a jamais fait de lutte, il est trop fort en lutte. Ouais. Et je lui ai demandé comment ça se faisait. Et il m'a dit, bah en fait, j'ai 2 frères, et quand on était petits, on se bastonnait gentiment. Je connais ce mec. Ouais, tu le connais, je pense. Il faisait beaucoup de grappling dans sa famille, mais ils ont jamais eu de prof, ils ont jamais eu de cours de lutte. La famille terrifiante. Et ce gars-là, il est quand même méga fort en lutte, au point qu'il peut presque concurrencer des gars qui en ont vraiment fait. Il est jamais passé par une phase d'apprentissage technique. Pour autant, il y a eu du travail. Donc je pense que tu peux avoir des prédispositions, et tu peux avoir une envie, un plaisir pour un domaine, une discipline,
mais tu deviens jamais bon sans un travail plus ou moins dissimulé. Mhm. Tu peux Ouais. être, on va dire, c'est un peu Mais est-ce un que c'est. natural Est-ce de que la c'est. lutte, mais il a quand même bossé Ouais. de manière Ouais. inconsciente. Est-ce que du coup c'est apprendre de la technique forcément des autres, de ce qui existe déjà, de ce que tu peux apprendre de l'extérieur, ou est-ce que c'est juste mettre de la conscience sur ce que tu fais? Qui va te permettre de progresser? Parce que ma théorie c'est ça. C'est à partir du moment où tu mets de la conscience sur quelque chose, tu vas t'améliorer. À partir du moment où tu te demandes comment est-ce que je peux faire mieux, tu vas t'améliorer et tu vas forcément. Alors, des fois ça peut demander beaucoup de temps, mais tu vas forcément, en réfléchissant, en mettant la conscience sur ce que tu fais, bah, en venir aux mêmes conclusions que d'autres, auxquelles d'autres sont venus avant toi. Alors ça va peut-être prendre plus de temps du coup, mais je pense que techniquement t'es pas obligé de passer par la phase de technique. Et dans la séduction, euh, si tu veux, ça demande quand même beaucoup de code. Qui même si là, si demain tu te dis ok j'apprends la séduction sans théorie, ça va te prendre beaucoup de temps quand même. Ça va te prendre beaucoup de temps parce que tu vas le faire tout seul, même tu vas avancer en mettant la conscience sur ce que tu fais. Pour moi c'est ma théorie, tu vas avancer. Par contre, ça te prend beaucoup de temps. Vaut mieux utiliser les travaux que les autres ont fait avant toi. Et comme ça, voilà, en 2-3 mois, c'est plié. Mais dans une discipline comme, je sais pas. Alors là, je vais offenser ce. Je sais pas, un truc facile. J'allais dire la poterie, ça a l'air très dur la poterie quand même. Un truc peu technique, tu veux dire? Ou un truc peu technique. Apprendre à jouer à Call of Duty. T'apprends à jouer à un jeu où il faut tirer sur des mecs en fait. Oui, il doit y avoir des trucs techniques, mais je pense qu'en quelques temps, à force de te demander, ok, bon, voilà, ce mec-là il m'a tué, j'aurais dû me mettre sur le côté, j'aurais dû tirer à ce moment-là. Bah, à force de mettre de la conscience sur ce que tu fais, et à force de pratique, bah, tu vas en venir aux mêmes conclusions que les pros ont eu avant toi, et tu n'auras pas eu besoin d'apprendre de la technique en fait. Ok. Donc je pense que l'intérêt de la technique, c'est pas, c'est un peu de se rassurer. C'est à la fois un peu de se rassurer et de gagner du temps. Hmm. Mais se rassurer dans la mesure où, en fait, tu vas dire, ok, bon, bah, j'ai appris des choses qui sont certifiées par les plus grands. Donc, en fait, ça va me permettre d'être un peu plus authentique parce que je vais avoir des peurs qui auront sauté, en fait, tu vois. Là, j'ai peur d'aller voir une meuf dans la rue. Voilà, je connais plus du tout la séduction. Tu me dis, va aborder une femme dans la rue, j'ai très peur. Je sais pas comment faire. Donc, j'y vais pas. T'es pas censé être coach? Si, en fait, c'est faux. Tu me dis comment le faire, tu me Ouais. donnes 2-3 tips. Je me dis, ah ok, je capte comment le faire. Là, je vais y aller. Mais c'est pas le fait que tu m'aies donné des tips qui fonctionne. C'est le fait qu'en fait, il y a une peur qui a sauté parce que tu m'as donné un truc qui me rassure. Tu vois? Et de voir les choses sous cet angle-là, des fois, ça aide un peu à se détacher de la technique. Mais évidemment, ça sert quand même à gagner du temps. Ça, on est d'accord. Ouais. T'as donné deux cas où c'était intéressant. T'as dit gagner du temps, se rassurer. Ouais. Donc ça, c'est plutôt dans la phase du début. Ton chou Harry, là. Je pense quand même qu'il y a un autre cas où ça peut être utile, c'est quand tu vises le perfectionnement. Si tu fais full technique au début pour apprendre les bases, après full pratique pour vraiment devenir un peu toi-même et progresser, tu peux te taper un plafond de verre qui ne peut être franchi qu'avec une certaine dose de technique supérieure. Tu penses? C'est une idée. Moi, je pense pas. Le football, il a changé, non? Le football il a changé. Ah, je sais pas, non, je pense pas parce que j'ai l'impression quand même que devenir excellent dans quelque chose, c'est aussi développer son style. T'as Et raison. pour développer son style, il faut avoir conscience de soi, mais pas forcément essayer d'imiter les autres. Tu vois? Je pensais qu'il vienne Mbappé. Je me dis, pour atteindre son niveau, il a forcément, à un moment ou à un autre, reçu des conseils techniques où il s'est inspiré de personnes qui étaient vraiment meilleures que lui. Donc il a couché par écrit leur technique de jeu, là, tout ça. Il y a eu une phase de technique supérieure, plus raffinée que ce qu'il a eu au début en centre de formation. Mais c'est de l'inspiration. C'est Bah, c'est de la théorie, tu vois. C'est par exemple, à Ronaldo, il tire ses coups francs à 40 mètres de telle manière, tu vois. Il fait ça et ça pour que ça rentre. Ok, bah ça, je l'ai appris quand, je sais pas, il avait peut-être gagné la Coupe du Monde en 2018 quand il a dit ça. Enfin, quand il a appris, je veux dire, il était déjà à un bon niveau dans sa carrière, où il visait l'excellence. Quand il a appris ces petits détails, alors que quand il était en centre de formation au tout début, on lui a appris la base. Ouais, mais est-ce que c'est pas deux disciplines différentes, le football amateur et le football professionnel aussi, tu vois? Tu repars pas un peu de zéro si tu dis, bon, voilà, t'es un nouveau dans le football professionnel, tu repars au chou en fait.
Peut-être. J'ai voulu faire le malin en parlant de football, c'est pas un domaine que je maîtrise de ouf. Football a chargé. Changer. Je l'ai mal fait là. Ouais, t'as mis un accent de. T'as parlé comme Deschamps en fait. Rien à voir. Non, mais que pouvons-nous dire? Très concrètement, attends. Pour recentrer sur l'authenticité, est-ce que, de manière vraiment hyper palpable, matérielle, il y a des choses que tu déconseilles à tes élèves pour viser l'authenticité? Est-ce qu'il y a des choses que je déconseille fortement à mes élèves pour. Ben ouais, d'essayer de plaire. Moi, je reviens à ce que je disais au début, hein, mais je pense que c'est vraiment. En tout cas, dans mon domaine, c'est ce qu'il y a de plus. Mais c'est un paradoxe parce que tu essaies d'avoir des résultats du coup avec les femmes. En même temps, tu dois arrêter d'essayer de plaire. Ça veut dire que tu as un objectif, mais tu dois complètement t'en détacher. C'est tout un travail aussi. C'est tout un travail, le détachement. Se détacher de ton objectif. Et là, on va citer Nabs, parce que c'est quand même, il faut le reconnaître, un super bon coach. Et il a pas tort quand il dit. J'ai oublié la phrase. Quand il dit, bah, tu dois essayer d'atteindre l'objectif, mais si ça marche pas, tu t'en fous. Ok, c'est ok. Et c'est ça le détachement en fait. Ouais. La phrase est cool et la phrase fonctionne vraiment. J'ai pas trouvé mieux comme phrase. C'est vraiment ça en fait. Tu as un objectif, mais tu dois plus essayer de l'obtenir d'une base, d'une fréquence de manque. Tu dois essayer de l'obtenir en étant dans une vibe de fun, de là, ok, là c'est un jeu à partir de maintenant. Même si l'idée à la base c'est venu d'un manque, ok, je manque de femmes dans ma vie, bah, ça doit devenir un j'ai envie de femmes dans ma vie. Et c'est là que du coup tu vas être détaché parce que peu importe que ça fonctionne ou pas, mais t'es déjà suffisant. Hmm. Et je vais illustrer ça par un truc assez simple. J'ai découvert récemment ce terme, l'adaptation hédonique. T'as dû en entendre parler aussi. Peu importe là où tu en es dans la vie, tu vas réussir à t'habituer. Ils ont fait des tests avec des millionnaires et des gens qui ont eu des accidents. Le millionnaire, il s'habitue à sa richesse, il n'est pas plus heureux une fois qu'il a atteint. Alors ça va durer peut-être 2 semaines, il va être plus heureux si tu veux, mais après il va s'adapter et il va être pas forcément plus heureux qu'il était avant. Le mec qui se pète une jambe et qui se fait couper une jambe et qui est handicapé, il va être très malheureux pendant les premières semaines, mais il va revenir à un niveau de bonheur de base. Et quand tu parles de ce principe-là, tu te dis, ok, en fait, même quand j'aurai des femmes dans ma vie, ça me rendra pas plus heureux. Donc en fait, et tu auras forcément un objectif encore après, tu vois, des femmes encore plus belles, des femmes en plus grande quantité, des femmes fidèles. Et en fait, quand tu captes ce truc-là, tu te dis, mais en fait, je suis très bien maintenant. Je suis très bien maintenant et j'ai juste à écouter mon envie et mon désir de plus parce que c'est ça qui me fait kiffer dans la vie, c'est d'avancer, si tu veux, c'est le chemin, apprécier le chemin et pas le résultat. Mais du coup, je dois juste apprécier d'être sur le chemin et plus le chemin est long, en fait, plus c'est bénéfique pour moi. Et du coup, je dois me détacher du résultat en fait. Et en tout cas dans la séduction, c'est ce qui vraiment fonctionne pour mes élèves. C'est quand tu captes qu'en fait bah, je dois faire de cet objectif un truc un peu fun. Je dois plus être dans le manque et je dois pas arriver en face d'une meuf en mode ok il faut que je lui plaise, il faut absolument que cette fille là me dise oui à aller boire un verre, me dise oui à rentrer chez moi après, kiffe le moment où on va baiser ensemble. Non, fais-le pour le fun, fais-le pour kiffer. Et ouais, apprends la technique pour kiffer, tout ça. Il fait le deuil de la perfection. Et tu seras dans la meilleure énergie en fait. Fais le deuil de la perfection, tu vois. Et à la base, je disais ça pourquoi Les trucs que tu déconseilles à tes élèves pour être authentique. Ouais, bah essayer de plaire en fait. Ouais, c'était Ouais, ça. t'as tiré le fil sur essayer de plaire. Et là, en fait, c'est plein d'éléments qui te permettent d'arrêter d'essayer de plaire. En te concentrant sur le moment présent, sur toi-même, sur apprécier ce que tu as déjà là maintenant. C'est de la gratitude, c'est tout un travail aussi, tu vois. Et en fait, paradoxalement, c'est là que tu vas avoir les meilleurs résultats. Quand t'es déjà assez, c'est là que tu attires le plus de résultats possibles. Ouais. 100% d'accord sur ce que t'as dit. Ok. Je pointe par contre un écueil. Parce que selon l'interprétation, il y a des gens qui pourraient se dire, puisqu'à tous les stades de développement, tu vas avoir des pépins et tu vas avoir des envies. Quand t'as pas de meufs, tu veux des meufs. Quand t'as des meufs, tu veux des meufs plus fraîches ou plus fidèles ou en plus grand nombre. En prise de parole, c'est pareil. Quand tu n'oses même pas, tu veux oser. Quand tu oses, tu veux perfectionner. Quand tu veux perfectionner devant un plus grand nombre. Donc, on pourrait être tenté de se dire, comme je vais avoir des pépins sur tous les stades du chemin, je commence même pas. Et je pense qu'il y a une forme de nihilisme
qui peut se mettre en place chez les moins motivés, en se disant, même les meilleurs ont des problèmes. Il vient de me dire, le coco avec sa casquette, que l'adaptation hédonique fait que le milliardaire comme l'handicapé ont un niveau de bonheur équivalent. Être milliardaire, c'est un petit peu dur. Je veux pas m'en donner la peine. Plutôt handicapé du coup. Peut-être pas, mais on va pas se couper une jambe. J'ai un humour assez. Mais il faut combattre cet état d'esprit quand même, en disant que, certes, tu as toujours des soucis, mais déjà, accomplir du chemin te rend heureux, d'une part. Et d'autre part, en t'élevant en compétences, généralement, ton niveau de vie, il s'améliore. Ouais. Donc, je préfère avoir un niveau de bonheur médian dans un château qu'un niveau de bonheur médian dans un Complètement. H&M, tu vois. Rien que pour tes propres besoins égotiques, physiques, quoi. Ta pyramide des Maslow elle va être un petit peu plus comblée. C'est ça. Et en prise de parole, c'est la même. Si je devais déconseiller un truc hyper concret, n'écrivez pas vos discours. Et n'essayez pas de plaire, ça va de pair avec, parce que pour moi, c'est surtout un truc de débutant. Mais le gros problème, c'est qu'il y a des gens qui ne sont plus des débutants qui le font quand même. Et ce truc, c'est quoi? C'est mettre plein de figures de style, de métaphores, d'anaphores, de rimes, de répétitions, d'effets. J'ai mon quota de d'effets manches. stylés. Ouais, et tu sais, ils sont là, et je les imagine, ils grattent et tout, il est minuit, ils sont fatigués, ils tapent à l'ordi, ils font leur truc. Et en fait, ça donne des discours qui relèvent de la poésie. On est sur de la littérature, on est sur voilà, c'est du théâtre, c'est des dialogues, c'est écrit, il y a des effets, il y a des didascalies. Parce qu'en fait, ils ont été créatifs, et dans le moment présent, au moment où ils étaient en train d'écrire. Ils ont kiffé la phase de rédaction. Ouais. Donc ils ont été bons là-dedans, c'est plus la même discipline. Ouais, ou je pense qu'ils peuvent quand même kiffer si voilà, tu sais, ils présentent un peu leur travail face à un public, mais dans ce cas-là, il faut être très à l'aise avec le fait que c'est de l'ordre de la représentation. Tu joues un rôle, tu as un masque. Parce que quand tu parles au quotidien, il n'y a pas de rime, il n'y a pas de métaphore, il n'y a pas de figure de style. Ah bon? Personnellement, non, en tout cas, tu vois. J'ai utilisé le mot truchement tout à l'heure, c'est le seul un peu galère que j'ai employé. Et voilà, j'en veux particulièrement à tous ces petits comédiens qui se disent orateurs et qui n'en sont pas. Hein. Vous savez très bien de qui je parle, hein, les reels Insta avec du piano et du violon derrière. Je ne citerai pas de nom, mais je pense que les gens voient. Il y a ce côté, je veux plaire, et je ne peux plaire que en faisant étalage d'une pseudo-science, d'un pseudo-travail. C'est pas authentique. Et on en revient, le premier truc que tu checkes quand tu arrives dans ta voiture, c'est, ok, est-ce que je suis aligné, est-ce que je suis authentique? Et comme personne ne parle avec d'abord une préparation écrite et une récitation, comme personne ne fait ça au quotidien, si tu le fais dans un cadre particulier, c'est pas normal. Donc c'est pas authentique. Anecdote time. Encore une anecdote. C'est croustillant. Il m'est arrivé d'être très peu authentique avec une femme qui me plaisait aussi. Et je passais beaucoup de temps avec elle, je l'avais abordée dans la rue. J'étais content parce que je pouvais montrer à mes copains qu'il y avait une fille un peu stylée à mes côtés. Cette fille-là, j'avais jamais été aussi bon, si tu veux, techniquement, en termes de game, qu'avec cette meuf-là. C'était quasi parfait, en fait. Il y avait de la sexualisation, il y avait du fun et léger, il y avait du rationnel dans les bons moments. La boule était lisse. La boule était lisse. Investissement réciproque. Tout était propre. J'aurais pu faire des caméras cachées, ça aurait été incroyable. Ça aurait été hyper stylé. Le problème étant que cette meuf-là, elle était impressionnée par ce que je faisais. Elle était impressionnée par l'image que je renvoyais, et ça je l'ai capté après. Elle était impressionnée par... En fait, ce qu'elle cherchait à faire, c'était essayer de réussir à me faire tomber le masque, en fait. C'était un peu son défi, ça a pris longtemps, mais elle a réussi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle m'aimait pas pour qui j'étais, mais pour l'image et le défi que je représentais, en fait. Donc ça peut paraître un peu stylé, c'est stylé, ça fait kiffer tes potes 20 minutes, c'est cool, mais je me sentais profondément seul à ce moment-là, tu vois. Parce que cette meuf-là, ouais, elle me voyait comme un challenge. Ok, ce mec-là, c'est comme quand tu vois une 10 sur 10, tu te dis, ouais, je vais essayer d'aller la choper, si je la chope, j'ai de la valeur. Non. Et en fait, quand on te voit comme ça, c'est très très dur à vivre, parce que, bon, il y a pire quand même, mais c'est pas facile, parce que tu t'es fatigué en permanence, en fait, fatigue de personnage. Et le jour où le basque tombe, tu perds tout intérêt de la personne. Non pas parce que... certains se diront du coup, putain, quand je suis authentique, ça marche plus. Non, c'est parce qu'avant, tu ne l'as pas été. D'un coup, là, il y a un changement et d'un coup, la fille se dit, là, il a fait tomber son masque, je vois qui il est vraiment. Et puis, ça me plaît plus, en fait. Alors que tu aurais pu lui plaire en étant authentique.
Ouais. et en ne représentant plus un défi pour elle. Mais t'as mis un masque. Et mais j'ai mis le masque, j'ai voulu en fait lui plaire. J'ai voulu faire les choses de la meilleure manière possible, mais j'aurais jamais pu le tenir. Je l'ai tenu 2 mois, ce qui est déjà une très belle perf. Énorme. J'aurais pu le tenir, normalement c'est 3 jours en fait, et j'aurais pu le tenir, imagine, tu tiens ça des années en fait. Il y a des mecs qui arrivent à faire ça. Alors peut-être pas dans le game, mais si tu veux, il y a des mecs, ils tiennent des relations en faisant croire qu'ils sont dans une belle relation, ils font semblant dans une relation qui les rend heureux pour bien paraître. Et ils tiennent ça pendant des années, des années, des années, toute une vie des fois, tu vois. Et c'est une vie de profond malheur parce que c'est extrêmement fatigant tous les jours et c'est mauvais pour ta santé, c'est mauvais pour ta condition mentale, c'est mauvais pour tous les domaines de ta vie en fait. Et un jour, le masque, il tombe, surtout. Un jour il tombe, et s'il tombe pas, c'est encore pire en fait, j'ai envie de dire. Bah, il représente un poids qui est considérable. Parce que je pense que plus tu nourris ce personnage, plus il se fait présent, plus il est lourd à porter, et plus ça s'éloigne de toi. Ouais. Si, je sais pas, tu mens en disant à une fille que t'es astronaute, tu vois. Genre, tu dates une fille, première semaine, tu dis ouais, je suis astronaute, tu vois. Bon, ta vie, elle a pas changé. Si Ouais. tu lui dis ça pendant un mois, pendant un an, Ouais. t'imagines le décalage après? Tu veux faire semblant de pas être là pendant 3 mois. Ouais, tu dis ouais, je suis dans l'ISS et tout. Et là, elle te croise au Starbucks à côté, trop bizarre. Ouais, le jour où le Le masque fait, ils ont tombe. décalé l'ISS. Ouais, désolé, je t'ai pas prévenu. Je rentrais plutôt que prévu. Et déjà, c'est très lourd à porter. Ensuite, il y a un coup qui va être à la hauteur du. En fait, t'as truqué la réalité, en fait. Mm. Pareil, quand tu t'es pas authentique dans une prise de parole en public, t'as ce truc quand tu descends de la scène, si les gens ils se sont fait des films sur toi en disant waouh, il fait des rimes, il fait des métaphores et tout, il est trop stylé, et qu'après ils vont te voir un cocktail ou quoi, et là t'es juste monsieur tout le monde, t'es normal, tu suis à grosses gouttes parce qu'en fait t'as besoin d'un texte, sinon t'as peur, la déception que c'est pour les gens. Et le meilleur truc, les meilleurs orateurs, c'est des gens qui sont certes bons sur scène, mais qui sont bons socialement. Parce qu'en fait, c'est des mecs qui kiffent l'exercice juste de parler à des gens et de connecter Je avec eux. pense direct à Papacito. Ok. En podcast incroyable, je pense que le mec dans la vraie vie, ça me choquerait pas qu'il soit exactement pareil. Ouais, il a un côté bon vivant et tout. Je pense, je l'ai jamais rencontré, mais je pense voir ce que tu veux dire. Enfin, il y a évidemment une petite performance qui est mise en place, tu vois. Voilà, t'es quand même, toi, en plus exagéré quand t'es dans le podcast, quand t'es sur scène. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir une base déjà. En fait, il faut travailler la racine et pas les feuilles de l'arbre. Je sais pas si ça marche. Ok, Sun Tzu, ok. Tu vois. Mais ouais. Je réfléchis à des petites anecdotes aussi là. Les gens adorent les anecdotes, hein, c'est assez dingue. C'est très croustillant. Ça fait écho à plein de trucs dans notre cerveau en fait. L'humanité s'est construite sur des mythes, du coup on aime ça. Abonnez-vous. Parce que là, c'est sur ma chaîne quand même. Je sais pas si tu vas la mettre sur la tienne. Pas de chaîne encore. C'est sur ma chaîne, abonnez-vous. Si vous voulez réserver un appel de 1 demi-heure avec moi pour identifier vos blocages et les faire sauter pour être meilleur avec les femmes, c'est dans la description. On appelle Kalindi, c'est gratuit. Je vous dis tout à l'heure. Je fais ma pub, hein, faut y aller. J'ai pas de méga anecdote là qui conclurait ce podcast. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Ouais, on est à 1h08 et 27 secondes. 28. 29. 35. Ok, donc si on devait récapituler, être authentique, ça permet d'avoir plus de résultats. Mm. Comment est-ce qu'on fait pour être authentique si on liste les points? On peut faire un mix des tiens et des miens. Ouais. Arrêter de chercher à plaire, accepter d'être présent sur le moment et que tu vas pas être plus heureux plus tard. Ouais. Faire les choses d'une bonne fréquence, donc par envie et non pas par besoin. Ok, donc faire les choses par envie, accepter l'imperfection, Ouais. ne plus chercher à plaire. Ouais. Accepter la certitude aussi. C'est plus une énergie à capter plutôt que une liste, tu vois. Mais c'est Excuse-moi, accepter que c'est dans le excuse-moi chaos de- que tout se passe en Ouais, fait. mais voilà, toi t'es Monsieur KO, moi je suis Monsieur Rationnel, tu vois. C'est ça. Non, mais c'est très bien qu'il y ait ce podcast du coup. Mais accepter que c'est dans le chaos que tout se produit. Ça a été étudié aussi. Vous pouvez faire vos propres recherches, mais le cerveau, la créativité a lieu au moment où tu lâches prise. Hmm. Et toi, t'es. Hmm. Écouter ses intuitions, écouter son plaisir. Quand on kiffe le moment, généralement c'est qu'on est authentique. Et il faut... T'as employé un mot que j'aime bien au début, t'as dit il faut avoir la foi.
C'est un petit peu comme si tu es en pleine mer, tu nages d'une bouée à une autre. Et sur la bouée, tu peux te reposer. Mais pour aller à l'autre bouée, quoi, toi t'as parlé de samouraï, c'était vraiment marrant, là juste je te parle de bouée, ça te fait marrer? Un peu, un peu. Excuse-moi d'être breton. Moi, Je me vois couper la boue avec mon épée. Ok, ok. Bah, tu vois, monsieur KO là. Sauf qu'il va me manquer d'eau là. Il sent que je suis un peu. Non mais imagine t'es dans la mer, t'as une ligne de bouée, tu vois, comme il y en a qui délimitent les plages, les grosses bouées jaunes. Non, c'est en Bretagne en tout cas. Il y a ça partout dans le monde, j'ai dit ça comme si on avait inventé le truc. En fait, faut accepter que pour avancer... Bon, allez, c'est bon, là, t'as niqué mon idée, mais pour aller d'une bouée à une autre, faut accepter que tu vas te raccrocher à rien. Et en fait, c'est le seul moyen de se jeter à l'eau. Putain, j'ai que des... Ah, Non, mais je pense qu'on a capté le truc. Ouais, en fait. Je vais écrire un podcast très drôle sur l'authenticité. Et ça, c'est authentique ce qu'on fait là, si on prend du recul. Bon, on se sauce un peu en disant ça, mais en fait, on est venu, on n'a rien écrit, on n'a rien préparé, on accepte d'avoir des idées des fois qui tombent à l'eau. Ah, c'est marrant en plus parce que j'ai parlé d'eau et ça tombe à l'eau. De faire des vannes ou des idées dont on ne connaît pas l'issue. Bah, je suis peut-être en train de me dire qu'on manque de professionnalisme aussi, mais en tout cas, on est très authentique. Pas du tout. Je pense pas. Fais un truc authentique là. Exprime. Là, bah là, Tu pas poil encore. Je non. Mais en fait, il y a un équilibre à trouver quand même entre une espèce de cadre et une espèce de chaos qui serait l'authenticité. Et on en a un petit peu parlé. Faut pas tout faire dans n'importe quel contexte au prétexte d'être authentique. Ouais. Tu vois, si t'es authentique chez toi pendant la canicule à te balader en caleçon, si demain t'as un pitch à faire devant un comité de sélection, tu vas peut-être éviter, tu vas mettre un pantalon, tu vois. Est-ce que t'as envie de te balader en caleçon aussi Non. Sûrement pas. Ouais. Je pense que c'est rare les gens qui ont envie, tu vois. Je pense qu'il y a des mecs qui en ont vraiment envie et du coup qui auraient de meilleurs résultats en étant authentiques dans ces cas-là. Il y a des gens qui marchent pieds nus dans la rue. On en connaît un. Ouais. Et en vrai, ça fait un peu envie. Je pense pas que ça te fasse baisser sur l'échelle sociale de marcher pieds nus dans la rue. Moi, je pense que C'est assumé à mort. dans une métropole, tu vas juste attraper le sida, mec. Ou le choléra. Tes pieds vont s'habituer. Sur un clou rouillé. Je sais pas si on s'habitue beaucoup. Tu vas te faire tétanos et basta. Tu peux faire ça dans la forêt du coup. Dans la forêt, ouais. Après, il y a un côté un peu hippie. Mais ouais, c'est cool. C'est authentique. T'as quoi contre les hippies? Les mecs qui vont commencer à s'engueuler. Est-ce qu'on met fin à ce podcast? Pour moi, il le faut. Ouais, pour moi, il le faut là sur un champ. Bon, les mecs, des bisous. Au plaisir. Au plaisir, ce fut un grand plaisir. Abonnez-vous. Et est-ce qu'on peut te retrouver quelque part aussi? Oui, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn pour le moment, Jean Fresneau. Je réponds à mes DM, ce qui est assez rare pour le souligner, si vous voulez un accompagnement pour mieux parler, soit de manière générale, soit si vous avez un besoin ciblé, un pitch, un discours, je suis là. Et toi? Bah là, vous êtes au meilleur endroit pour me trouver. Là. T'as pas d'Insta? Non. Ok. YouTube. Que YouTube. Format authentique et long.